par les populations du Nord-Ouest, principalement, puisque tu es un fils de cette partie du pays. Pourquoi les militants du RDPC et les populations du Nord-Ouest se diraient non? C'est le Cameroun tout entier qui devrait s'incliner devant le départ de M. Simon Achidi Achou, parce que quand on voit la génération sanguinaire qui hérite de l'engagement politique dans ces localités, on peut comprendre le sacrifice qu'auraient consenti ces leaders à la trempe de Simon Achidi Achou, le chairman, Jean-Louis Frontia, les Mouna et tout ça, pour préserver la paix et l'unité nationale dans ce pays. En moins d'une génération, nous sommes partis de la paix aux atrocités, à la barbarie, à la sauvagerie, à tout sauf la politique. Aujourd'hui, nous avons des masses de population qui sont déportées aux quatre coins de la nation. Et au-delà de nos frontières, on a des individus qui se targuent d'avoir la posture de leader politique parce que bénéficiant d'une nationalité étrangère et appelant des innocentes populations à massacrer leurs semblables. Moi je dis, c'est face à cette dérive sécuritaire et existentielle et même humanitaire qu'il faut saluer la capacité et la maturité des hommes comme Simon Achidi Achou. Et pour moi, il a incarné la paix, l'unité nationale dans ses postures. Et je pense encore son dernier message aux populations du Nord-Ouest quand on l'interviewait sur, je crois, John Frundi. Pour lui, John Frundi, c'était en même temps le symbole de l'amitié, le symbole de la fraternité. Et il est revenu sur un mot fort: la politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas l'inimitié. La politique, c'est la fraternité. Au-delà des divergences d'opinion, au-delà des appartenances partisanes, on doit revenir toujours sur la table de la construction nationale parce que toutes les énergies sont nécessaires pour relever le Cameroun et faire en sorte que l'égalité de chance et la justice triomphent. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire, Jacques Maboulamboya. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de la commune de Yabassi et vous allez pleinement participer à cet échange avec nous sur ce plateau. Un autre acteur est avec nous, lui, il est directeur de publication, donc c'est un journaliste. Le magazine Horizon Nouveau, c'est le bébé qui l'encadre au quotidien depuis plusieurs années déjà. Pierre Claver Nkodo, merci de nous faire l'honneur de nous accompagner dans le cadre de ce débat cet après-midi, mais avec vous, on va évoquer non pas seulement l'affaire Simon Achidi Achou. Qu'est-ce que vous gardez de cet acteur, vous qui êtes féru, on va dire, de la plume et du papier blanc, très souvent vous avez titré sur lui, que gardez-vous de cet acteur-là? Merci déjà de m'avoir accordé l'honneur de partager ce plateau que je trouve d'ailleurs spécial par rapport au volume des thématiques qui y seront abordées. Merci également. Un gros bonjour à vos téléspectateurs et à tous les co-panélistes présents sur ce plateau. Pour revenir sur votre question, mon cher Thomas, il y a des icônes qui sont en train de s'en aller, il y a des gens d'une certaine génération qui sont en train de s'en aller, mais qui ont marqué d'une pierre blanche leur passage sur la scène politique nationale et même internationale. Il s'agit, parmi ces icônes, on peut citer, sans risque de se tromper, le regretté Simon Achidi Achou, dont je détiens juste une petite citation. Politique Nandjangé, tout le monde s'en souvient encore. Voilà. Et depuis qu'il me l'a appris, j'ai compris que la politique, ce n'est pas l'extrémisme. Tu laves mon dos, je lave le tien. Ça signifie que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc on ne peut pas réclamer une posture en politique sans avoir donné. Et ça, c'est le plus grand souvenir que moi je garde de lui, au-delà de tout ce qu'il a eu à apporter, de cette capacité qui lui était propre de concilier les points de vue des uns et des autres pour finalement aboutir à un consensus. Je pense que le Cameroun vient de perdre une de ces grandes icônes qui, je l'espère, suscitera l'évocation. Alors je reste avec vous très rapidement pour évoquer une question. Je sais que vous revenez de Banganté. Concrètement, que se passe de la Banganté? On a une session de plein droit qui a du mal à pouvoir trouver un maire. Pourtant, les jeux sont là, les textes sont clairs sur la question. Pourquoi il n'y a toujours pas de maire à Banganté? Très rapidement. Voilà, il n'y a pas toujours de maire à Banganté parce que nous assistons là-bas à une grotesque querelle de leadership qui est menée par les membres d'une même famille, parce que les Banganté, c'est une famille, vous conviendrez avec moi. Il s'agit pour Madame l'actuelle ministre du développement urbain de placer à la tête de la mairie
de Baranté une personne qui lui est favorable, je peux dire, mais malheureusement, la population préfère un autre candidat, à savoir le fils Niat. Mais quand tu fais une analyse, tu as l'impression que le problème ne se pose pas seulement au niveau de Baranté, le problème se pose au niveau de la gestion interne du RDPC où, au cours d'une séance où tous les députés, vous avez remarqué que tous les députés, tous les conseils municipaux de cette collectivité locale décentralisée sont issus du même parti, donc du RDPC. Mais si à l'issue du premier vote, le Eric Niat a gagné par 21 voix contre 19, d'où vient-il que lors de la session plénière, de plein droit, que les députés soient... Les conseils municipaux sortent de la salle. Soit portés disparus, soit n'est pas de la salle. Parce qu'il était question d'éviter d'atteindre le quorum. Il n'y avait que 16 députés... 16 conseillers municipaux. 16 conseillers municipaux dans la salle. Ça signifie que même au sein du RDPC, il y a un problème qui se pose sur le respect des textes au niveau des cadres politiques de ce parti. Et c'est ça la véritable question. Parce que sinon, le problème ne se poserait pas du moment où un candidat a été investi officiellement par un vote de 21 contre 19. Aucun problème ne devrait se poser aujourd'hui. Mais il s'agit d'une guerre de leadership. Et on se pose même la question de savoir qu'est-ce que l'élite, qu'est-ce que les cadres au sommet de la gestion politique du RDPC, du comité central, en veulent à cette famille Niat, parce que si Eric Niat a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il s'appelle Niat. D'accord. Or, on se souvient quand même que Niat est de ceux-là qui ont beaucoup apporté, non seulement à ces pays d'une manière générale, mais singulièrement à toute la région de l'Ouest et davantage pour la ville de Baranté, département d'Indé. Donc c'est ça la question. Merci beaucoup à vous, Pierre Claver Nkodo. Je rappelle que vous êtes directeur de publication, donc journaliste. Avec vous, on va profiter justement de votre expérience. Deux autres acteurs politiques sont avec nous dans le cadre de cette émission. Le représentant du RDPC, Yves Abama, est aussi avec nous. Yves, bon après-midi à vous. Le RDPC, au-delà de tout, le Cameroun pleure un homme. Mais est-ce que Simon Achidi Achou peut être considéré comme ces élites-là qui n'étaient plus véritablement écoutées, suivies dans leur localité d'origine? Bon après-midi à vous, bon après-midi aux panélistes et à tous ceux qui nous écoutent. Bon, je ne sais pas si on peut prendre la chose de ce bout-là. Je ne sais pas si on peut vraiment prendre la chose par ce bout. Mais j'estime que celui qui tombe, celui dont nous parlons aujourd'hui, est entré dans l'histoire, c'est-à-dire définitivement dans l'histoire du pays, et pour plusieurs raisons. La première est qu'il est le tout premier ministre anglophone, donc on a eu dans ce pays. Et à ce titre, j'ai écouté mes prédécesseurs tout à l'heure, chacun lui a rendu un hommage appuyé en fonction de la dimension qu'il avait été. C'est-à-dire que le personnage a été conciliant, il a été très grand, il a été capable de compromis là où les acteurs d'aujourd'hui, comme disait M. le maire tout à l'heure, auraient certainement mis le feu. Donc il est, de ce point de vue-là, quelqu'un d'une dimension vraiment très élevée. Et on peut dire que notre famille politique perd quelqu'un, le pays perd quelqu'un. Bon, on ne peut que pleurer et souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'autre dimension, vous voyez que Simon Achidi Achou a été, je peux dire, le deuxième ministre de la République du Cameroun. Vous connaissez tous les processus de transformation que le pays a connu. Donc en 1984, je pense c'est le 4 février, on a une autre transformation. On passe définitivement à la République du Cameroun. Et après, je pense quelques années après, en 1991, on a un premier ministre, Sado Ayato, qui ne met pas long. Et après lui, Simon Achidi Achou arrive. Et son arrivée a été perçue par beaucoup, et je pense qu'elle est même encore, sauf si on me demande contribuer autour de la table, son arrivée a été perçue comme la volonté du président de la République de mettre les anglophones, c'est-à-dire que de ramener la population anglophone au centre même de la République. Question de taire un peu des polémiques sur nous sommes marginalisés, il y a ci, il y a ça, non. C'est-à-dire que ça a été un début, un acte fort dans le début de la résolution même de la question anglophone. Et vous allez remarquer que depuis là, on a eu un premier, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, jusqu'au moment où nous parlons là. Il s'est inscrit dans la mémoire collective des Camerounais que le Premier ministre devra dorénavant être
anglophone. Et je pense que pour l'intégration, la cohésion sociale, vraiment, ça a été une très bonne chose. Donc, pour sortir en disant que, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, parce qu'on a lâché une phrase là, politique Nandangui, c'est vrai, il avait dit, mais c'est dans une vision extrêmement pragmatique de la politique, pas la vision clivante aujourd'hui ou clientéliste où les uns et les autres viennent faire n'importe quoi, non. Ça a été une façon de voir la réalité politique, pas les rêves. Des gens qui composent avec ce qui est, des gens qui savent ce dont leur population a besoin et qui agissent dans le sens des intérêts de leur population. Merci à vous, Yves Abama, du RDPC. Notre acteur politique est avec nous, il est le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, Marcel Kouekou, c'est son nom. Bon après-midi à vous. Le sujet est sur Simon Achidi Achou. Ses œuvres précèdent, on a coutume à le dire, il a travaillé pas pour lui, mais travaillé pour le peuple camerounais. Bonsoir Frédéric. Vous savez, on a coutume de dire que quand un vieillard tombe, c'est une bibliothèque qui brûle. Une personne de la trame de M. Achidi Achou, logiquement, tous les Camerounais devraient s'incliner parce que c'est une grosse perte. Nous venons de perdre là un grand homme d'État, quelqu'un qui a participé à sa façon à écrire des lettres d'or du Cameroun. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Parce que il faut un peu rapidement faire un peu bosser sa biographie de manière sommaire, serait-ce que politique, pour comprendre qui était ce monsieur. Au-delà de la cascade parlementaire, c'était un monsieur qui a 37 ans. On est là dans les années 1971 déjà. Il est déjà ministre de l'inspection générale. On est déjà en 71. Un ministère qui va occuper pendant un an parce qu'il est là le 29 octobre 71 et le 3 juillet 72, il est nommé ministre de la Justice. C'est quoi le ministre du garde des Sceaux. Un poste qu'il va occuper pendant 4 ou 5 ans. Il est sorti de là. En 92, il est Premier ministre. Donc, c'était un monsieur qui a œuvré. C'était un monsieur c'était un grand homme d'État. C'est vrai que l'opinion n'est parfaite, mais si on s'en tient seulement aux postes, aux responsabilités qu'il a occupées au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, on ne peut que s'incliner face à sa mouvement. Aussi, tout à l'heure, le grand frère, M. Benjamin Boula, a évoqué un pan qui n'est pas négligé. Nous savons tous ce que nous vivons du côté du Nozo. Voilà encore un monsieur qui était un acteur de premier rang pour ramener la paix dans cette partie du Cameroun. Et je regrette que des personnes comme lui, comme le feu cardinal Toumi, soient partis sans avoir rien matérialisé le rêve qu'ils ont caressé, le rêve de voir les leurs revenus, mais leurs sentiments de manière effective. Donc, tous les Camerounais de mon humble avis, et c'est la vue de mon parti, le PCRN, on doit s'incliner à ce moment et lui souhaiter d'avoir. Si là-bas c'est un chemin, s'il y a une destination là-bas, d'avoir une bonne destination. Je souhaiterais terminer sans, au nom de mon parti, souhaiter des hommages, mais dire ses condoléances à sa famille nucléaire d'abord et à toutes les organisations sociopolitiques auxquelles il est occupé. Parce qu'il me semble que c'était un homme qui est aussi chrétien. Oui, c'était un grand fervent chrétien, voilà. Et sur le plan de la vie associative, il était président au niveau de plusieurs associations. Vous imaginez la solitude, la tristesse que cela va connaître. Donc, chapeau l'artiste, parce que un nom de son nom, c'était un artiste aussi. Un nom de son rang. Chapeau l'artiste. Je rappelle que Simon Achidi Achou est décédé aux États-Unis de suite de maladie et il était âgé de 87 ans. Il n'aura peut-être pas la chance d'être enterré dans sa terre natale, je ne sais pas encore. On attend encore de savoir quels seront les obsèques officielles ou le programme officiel qui sera mis en œuvre par le gouvernement de la République ou même par sa famille nucléaire pour lui accorder un hommage mérité à la dimension du travail qu'il a abattu pour le peuple camerounais. On va ouvrir la deuxième thématique, monsieur, si vous le permettez. On parle de liberté de la presse et on va se tourner vers le directeur de publication qui est sur le plateau, Pierre Claver, qui est avec nous. On parle de liberté de la presse. Lundi dernier, c'était une occasion de revenir longuement sur la situation de la presse au Cameroun. Aujourd'hui, peut-on s'estimer avoir une presse libre à même de pouvoir faire le travail qui est attendu d'elle? Oui, cher.
une presse libre, c'est une construction permanente. Dans tous les pays au monde, c'est une quête permanente d'y arriver. Et le Cameroun n'échappe pas à cette règle. Nous, au niveau, je suis également le coordinateur national en charge de la communication du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, dont j'étais vraiment aux premières loges de cette groupe. Tout à fait. Voilà, et on a d'ailleurs organisé dans le cadre du syndicat un certain nombre de manifestations qui s'articulent autour d'une messe d'action de grâce, d'un séminaire, et ensuite de la remise d'un plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions de travail des journalistes et aussi nous exigeons la libération d'un confrère membre de notre syndicat qui est emprisonné depuis le 7 août 2020 sans procès pour diffamation et son mandat de dépôt a été signé par le tribunal militaire, ce qui, à notre avis, est une hérésie. Donc nous pensons que la liberté de la presse est une quête permanente. Alors vous avez dit que la presse est embrigadée, puisqu'il y a un de vos confrères, par ailleurs membre du syndicat, qui est embrigadé pour des faits de diffamation, que vous jugez ne pas être forcément à la dimension de ce qu'on aurait attendu. Voilà. On insiste sur le fait que ce soit le tribunal militaire, qui est un juge militaire qui est placé sous mandat de dépôt, ce qui n'est pas normal. Donc, si c'est un délit de presse, c'est quand même un tribunal, une cour civile qui devait le juger. Mais qu'est-ce que le tribunal militaire vient? Donc, nous avons exigé sa libération et déposé un plaidoyer auprès du gouverneur de la région. Alors, justement, sur ce plaidoyer-là, avant de rencontrer Samuel Denis Baradibois, il y a eu comme une espèce de frottement entre vous et les éléments de la police nationale. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en pleine célébration de la journée de la liberté de la presse? Voilà, c'est une question qui tombe au point nommé parce que qu'est-ce qui se passe? Nous partons de la cathédrale pour une marche pas pacifique, une marche responsable vers les services du gouverneur dans le but de lui remettre justement ses plaidoyers. Mais c'est à l'entrée, on a rencontré la police nulle part. Mais vous savez que la ville est déjà équipée de caméras de surveillance. Et certainement, c'est à côté des caméras de surveillance que les services de la police ont constaté qu'il y avait une marche. Voilà pourquoi nous sommes accueillis au niveau des services du gouverneur par une escouade de la police, le GMI qui naturellement barre l'accès et nous demande l'autorisation, nous demande ce que nous venons faire là. Nous leur avons expliqué gentiment que c'était pour remettre, nous sommes présentés, nous leur avons expliqué que c'était un commissaire général qui commandait la troupe. Nous leur avons expliqué que nous venons remettre un plaidoyer et le gouverneur nous attendait. Il a insisté, on a dit écoutez, qu'il aille s'informer auprès du cabinet du gouverneur et quelques temps après, le gouverneur a envoyé son chef de cabinet nous chercher et tout s'est bien passé. Alors, Marcel, oui. La situation de la presse est-elle réduisante au Cameroun aujourd'hui? Depuis les années 90, parce qu'on le sait, avant les années 90, on était un peu dans une espèce de couloir d'enfermement. Il fallait toutes les autorisations au niveau des autorités administratives locales. Aujourd'hui, il y a eu un vent de libéralisation avec les années 90, les années de presse, les années de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'on a une presse qui est dans la logique de la liberté? Je pense qu'on doit déjà saluer les meilleurs avancements, parce que vous l'avez bien dit, de 90 aujourd'hui, il y a des chemins qui ont été faits, il y a des améliorations qui ont été faites, peut-être pas suffisamment appréciables, parce que quand on parle de la liberté de la presse, il faut savoir dire que elle est fonction de l'évolution de la pratique de la démocratie, puisqu'elle répond à la liberté de l'expression. Et cette liberté d'expression ne saurait être de mise si déjà au niveau du système régnant, on n'a pas pu libérer, donner le levier, donner la facilité pour que ça puisse se faire. Il faut dire que la presse au Cameroun connaît beaucoup de mots qui ne sont pas favorables à son éclosion et son émergence véritable. Ça part de quoi? Ça part de ce que déjà l'aide qu'on vous octroie n'est pas assez conséquent. Si on fait la comparaison avec les autres pays, même ceux qui sont très voisins comme le Gabon et j'en passe. Donc, et puis l'accès à l'information est une grosse difficulté pour vous. On peut aussi noter le fait que le système régnant, je veux dire, comme dans beaucoup de corps de métiers qui ont trait avec le libéralisme, c'est-à-dire que le corps de métier de profession libérale, souffre de sorte
de clochardisation. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, et c'est ce que les professionnels même disent, qu'on clochardise les zones de presse. Ce qui ne leur permet pas de pouvoir faire leur métier en respectant la déontologie, les règles de déontologie qui doivent être observées. Donc, vous ne pouvez pas servir les gens des possibilités, des moyens qui les permettent d'être autonomes, d'être libres d'agir, d'être libres de travailler et de croire qu'ils vont être professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui sont au service des individus et qu'on utilise pour détruire certaines personnalités. Vous voyez? Donc, parce que tout ça concourt sur la liberté de l'expression. Je pense qu'il y a du chemin à faire, il y a des améliorations qu'il faut apporter. Il faut voir au niveau des coûts de production, il faut que davantage on essaye d'encadrer surtout le corps de métier de la profession, quoi. D'accord. Il faut davantage encadrer. J'ai retenu clochardisation des hommes de la presse. Les journalistes sont devenus des espèces d'hommes à gage. Oui. À raison de cette clochardisation, si je partage ce point de vue, est-ce que le journaliste n'est plus celui-là qui est à la quête de l'information pour à la fois informer les autres, éduquer la grande masse de la population, puisqu'un boulot premier, c'est collecter l'information, la traiter, la diffuser dans tout le grand monde. Écoutez, la presse, c'est à l'image du Cameroun. La presse se porte mal, donc la presse se porte mal. La presse se porte très mal. Pour une simple raison. Le Cameroun, avec la clochardisation généralisée, le chômage structurel qui existe, ça fait qu'aujourd'hui, au sein de la presse, on y met de tout. Vous avez des journalistes qui font un travail remarquable. Vous en avez aussi qui sont tarifés. C'est-à-dire que vous voulez un article, il vous donne le prix, et il tire à boulet rouge qui vous voulez, peu importe s'il a des éléments de son argumentaire. Mais, ceci dit, c'est pas ça la liberté de la presse. À côté de la liberté de la presse, vous devez mettre un autre mot qui s'appelle la responsabilité de la presse. Parce que vous ne pouvez pas tout dire des gens et ne pas assumer la responsabilité. C'est là où il y a problème. Beaucoup pensent qu'on peut être journaliste et faire n'importe quoi, et ensuite, parce qu'on a la carte de presse, bénéficier d'une immunité. Les journalistes ne bénéficient pas d'une immunité. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Et je crois que je ferai bien les arguments du président du SNJC, M. Denis Kobo, qui dans sa sortie a dit qu'il y avait une formation préalable pour être journaliste et beaucoup ne sont pas formés. Il suffisait que vous sachiez faire un article, et encore qu'il faut savoir comment on le rédige, mais les fondations même d'un article, beaucoup ne maîtrisent pas. Et il a dit ceci, en tant que président du SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, à sa connaissance, il n'y a aucun journaliste en prison au Cameroun. Il a dit. Et là, moi, quand il a dit ça, j'ai dit, bon, en tant que président national, s'il le dit, c'est d'autorité. Oui, il a dit d'autorité. De plus, il a dit, les journalistes sont affiliés à un syndicat. Vous ne pouvez pas être journaliste et ne pas être affilié à un syndicat. Et tous ceux-là sont connus, tous ceux-là sont en liberté. Raison pour laquelle, moi, je pense que il y a une pédagogie préalable, il y a un renforcement de capacité nécessaire. C'est pas parce que vous avez eu un diplôme universitaire et que les sujets d'actualité vous préoccupent que vous devez vous déverser dans la littérature tout azimut, comme on dit, et attaquer des individus. Moi, je crois que vous voulez faire journaliste, c'est un métier, allez vous former, il y a des renforcements de capacités en ligne, il y a des aînés qui font un travail remarquable. J'ai fait par exemple Jean-Édouard Quignet, puis dont j'aime bien lire les articles, par exemple. Je ne cite que celui-là, mais ils sont nombreux comme ça dans le milieu de la presse, qui font un travail remarquable. Quand vous prenez son article, vous sentez que c'est soutenu, et que c'est quelqu'un qui a fait un travail de fond, etc. Bon, moi je pense que, je connais pas parce que vous êtes là, monsieur Moutomé, moi je travaille, et on en travaille plusieurs fois sur vos plateaux, je crois que vous faites un argumentaire costaud, remarquable et que j'apprécie, sinon je ne serais pas là. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire dans tous les métiers, mais il y a aussi une responsabilité à assumer.
Parce que la jeunesse pense que être un homme des médias, ça veut dire qu'on a le quitus pour tout dire, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et je parle sous le regard avisé de mon voisin de droite. Pierre Cavert, qui est directeur de publication. Alors, M. Yves Abama, sur la question, on a évoqué, bien évidemment, ces améliorations qui ont été faites pour davantage libéraliser la presse, pour lui donner du volume et peut-être du contenu, mais à la fois, tout le monde est revenu sur la question, la faute au régime en place, si la presse aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Voilà, mais ça c'est l'argument facile. Hein. C'est l'argument facile. La faute au régime en place, c'est l'État, c'est... Mais attendez un peu. La presse a un cadre dans lequel elle évolue. Vous avez suivi la communication du ministre Emmanuel Sadi. Voilà, il a fait une communication là-dessus. Il a essayé de balayer un certain tableau. Et dans ce tableau-là, entre les lignes, il admettait un peu le travail qu'il y avait à faire côté gouvernement pour que les choses avancent. Mais il a mis en avant tout l'état de la presse. Vous voyez, l'état de la presse dû justement à ce régime-là, à ce gouvernement qui ne semble pas véritablement faire, qui vient aujourd'hui faire un peu l'espèce de post-pilatisme. Laissez-moi, je vais revenir. Allez-y. Je commence par là où M. le maire a chuté tout à l'heure. Il dit Denis Kwebo. Et quand le DP parlait tout à l'heure, je l'écoutais, j'ai même écrit là, Denis Kwebo, j'ai mis point d'interrogation. Denis Kwebo a dit, en sa connaissance, il n'y a aucun journaliste en prison au Cameroun. J'ai noté ça. Bon, si le DP tout à l'heure nous dit que Denis Kwebo a manqué, bon, moi je vais en prendre note. Mais je note qu'il nous a dit qu'il n'y a aucun journaliste, c'est le président du syndicat de journalistes qui parle, il dit qu'il n'y a aucun journaliste en prison au Cameroun. Ça c'est le 1. Maintenant, pour revenir à ce que M. le ministre a dit, M. le ministre a commencé déjà à rappeler que l'État du Cameroun, depuis 1990, a balisé un cadre légal dans lequel la presse devait se mouvoir. Et il y a une loi que vous connaissez certainement mieux que moi, je pense que c'est la loi de 90 du 19 décembre là, sur les libertés, la communication sociale. Dans cette loi-là, il y a tous les éléments nécessaires qui montrent la bonne volonté du gouvernement, la détermination du gouvernement à donner un cadre de travail viable à la presse. D'accord? Donc on ne fasse pas le procès de ce que l'État a clochardisé. L'État ne peut pas s'asseoir, faire des textes, définir un cadre, et un cadre non discutable, non remis en cause par qui que ce soit, et qu'on revient nous dire après que non, c'est l'État qui clochardise l'État. J'ai posé la question tout à l'heure, quand j'ai entendu mon voisin de droite parler, je me suis dit, mais qui clochardise la presse? Et si on peut répondre à cette question, qui clochardise la presse? Hein? Qui? Allons vers les patrons des organes de presse. Est-ce qu'ils payent des salaires décents à leurs employés? Qui doit payer des salaires? Ce sont les entreprises, hein, je rappelle. C'est vrai, on dit des entreprises de presse, mais qui doit payer leurs salaires? On dit tout à l'heure que non, l'aide à la presse, elle est faible. Oui, le ministre de la Communication même l'a reconnu et il a dit qu'au moment où nous parlons, il est en train de faire un plaidoyer autour du pays. L'ancien ministre parlait déjà de la même manière. Non. On était à 200 millions, il évoquait la question d'un plaidoyer en faveur de la presse. Le ministre de la Communication n'était pas obligé de le dire, mais il a dit. Il dit qu'il fait un plaidoyer au Premier ministre. Et s'il se permet de le dire, ça veut dire peut-être l'État très avancé de ce plaidoyer, s'il prend M. Emmanuel Sadi, qu'on connaît de réservé, prend le risque de dire une chose comme celle-là, ça veut dire que le dossier est très avancé. Vous voyez? Mais entre-temps, on ne peut pas ne pas revenir sur tout ce que la presse déverse sur la place publique, comme immondice, excusez-moi le terme. Je vais prendre un cas. Je suivais une émission dans une chaîne que je ne vais pas citer, une émission de débat, où quelqu'un s'assied. Parce que vous avez posé la question, est-ce que la presse est libre au Cameroun? Quelqu'un vient à la télévision et vous dit, Paul Biya est un démon. Dans une télévision. D'accord? C'est une expression comme ça. Non, attendez. Et il sort, il rentre tranquillement chez lui, il va qu'à ses occupations. Vous voyez les titres tous les jours. On écrit, tel ministre est un PD, tel est ceci, tel est cela. Et il continue à travailler. Vous pensez que, honnêtement, il faut qu'on aille jusqu'où? Il faut qu'on aille jusqu'où? C'est la liberté de temps. C'est ça qui suffit la liberté de la presse? Non, c'est un élément. Et ça fait partie de la liberté de temps dont le ministre a parlé dans sa correspondance. Il a dit que la presse au Cameroun a une certaine liberté de temps. Et ça, on ne peut pas nier. Les personnes les plus insultées du Cameroun sont les gens du RDPC, les gens du gouvernement. Personne ne peut le nier. Mais qui a été en prison pour ces insultes-là? Qui a été menacé pour ces insultes-là? Le DP parlait tout à l'heure, s'il vous plaît. Le DP parlait tout à l'heure, oui. Il parlait tout à l'heure
de la police qui seraient venus à leur rencontre quand ils allaient chez le gouverneur et autres. Mais attendez un peu. Il y a encore une loi de 90 sur les manifestations publiques. Là, vous étiez sur la voie publique. Et le commissaire de police est dans son rôle de vous demander, mais où est votre autorisation? D'accord? Le commissaire était dans son rôle. À un moment, être journaliste, ce n'est pas une immunité. Non. Que les journalistes sachent dans ce pays qu'ils sont soumis aux mêmes lois que tous les citoyens ordinaires. Alors, les journalistes sont soumis aux mêmes lois et règlements que tous les autres citoyens de la République, mais au-delà de cela, le problème de la presse semble être les journalistes eux-mêmes qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie, encore moins les canons de cette profession qui semble être l'une des nobles, l'une des meilleures du monde. Autant au sein du syndicat, d'abord je vais revenir sur la déclaration de mon confrère de Miskwebo, selon laquelle il n'y a aucun journaliste en prison au Cameroun. Je voudrais quand même rappeler à notre spectateur qu'il n'existe pas un seul syndicat de journalistes au Cameroun. Moi et c'est moi qui ai conduit la légalisation du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, qui a été certifié au greffe central du ministère du Travail. Donc, il ne peut pas se prévaloir d'imaginer qu'il peut parler au nom de tous les syndicats de journalistes, parce que le SYNAGIC est un syndicat officiel, tout comme le SNJC. Et à ce titre, je pense qu'il faut évacuer ces déclarations d'un revers de la main, tout simplement parce que le monsieur dont nous défendons la cause est quand même reconnu comme tel au niveau de Yaoundé. Et sincèrement, on ne le connaît pas, on le connaît comme membre du syndicat. C'est tout. Et c'est pour ça que nous nous sommes fait l'obligation de défendre ces droits. Et notre syndicat ne compte pas, ce n'est rien que des journalistes. Notre syndicat est ouvert aux journalistes, aux promoteurs des médias, parce qu'il y a des journalistes qui deviennent des promoteurs des médias, et aux professionnels des métiers connexes. Parce que quand vous voyez une émission comme celle-ci, ce monsieur peut être assimilé et les autres métiers connexes participent à la raison de cette émission et il doit être couvert, il doit être défendu si jamais ils sont menacés. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous n'avons pas voulu circoncire le champ de notre syndicat rien que sur les journalistes. Nous l'avons ouvert à ceux qui participent à vous servir d'information. Donc, par là, dire qu'il n'y a aucun journaliste au Cameroun, ça c'est sa déclaration, et il est motivé, il sait pourquoi il déclare ça. Le SYNAGIC, moi si je suis coordonnateur national d'un syndicat, donc le SYNAGIC défend les intérêts, des droits de ses membres, qui ne se préoccupent pas essentiellement parmi les journalistes, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, si on revient sur la manière dont la liberté d'expression est exercée au Cameroun, ou alors la liberté de la presse, je crois que dans toutes les professions, on assistera toujours aux dérives. Personnellement, je ne couvre pas des événements, vous l'avez remarqué, je ne me vois pas dans des couvertures, parce que si on ne me suit pas accrédité, je ne couvre pas. Si ce chef d'État vient à Douala, il me fait l'honneur de m'accréditer, je couvre parce qu'il a l'habitude de le faire. Mais si un ministre vient, il ne me fait pas, il ne m'invite pas officiellement, je ne parle pas. Mais pourquoi les journalistes ne respectent pas l'éthique et la déontologie? Jacques Maboula évoquait la question, mais aussi les journalistes, tout à l'heure, les journalistes manquent d'une formation, ils sont formés à l'école, mais ne sont pas formés sur le plan pratique. Vous comprenez? Et nous, au SYNAGIC, nous mettons actuellement l'accent sur la formation des journalistes. Nous organisons des séminaires en direction de nos membres. Parce que être journaliste n'est pas un passe-voie, il faut se le dire. C'est une réalité. Mais sur 100 journalistes, il y a 99 qui croient qu'être journaliste c'est un passe-voie. Et ça vient de l'autre dire, ça vient de vous. Mais je suis syndicaliste, c'est pas, je ne veux pas défendre les causes des gens qui ne prennent pas soin de respecter les lois de la République, parce que sinon ça devient le libertinage. Ça devient le libertinage. Donc, les journalistes qui transgressent les lois de la République ne sont pas soutenus par le SYNAGIC, simplement parce que quand tu transgresses les lois de la République, que cela est établi. Nous ne sommes pas de ton côté. Nous sommes du côté des lois de la République. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes des journalistes responsables. Et je vais vous attirer votre attention sur quelque chose. Vous avez remarqué qu'au Cameroun, il y a des médias qui publient les photos des cadavres à longueur de journée. Suite à un incident survenu dans le nord-ouest ou avec Boko Haram. Est-ce que vous avez déjà vu un seul média occidental publier la photo? Vous avez vu la photo d'un corps décapité des attentats du 11 septembre, quelque part, dans un média américain? Il y a un problème de formation. Et nous mettons l'accent sur ce plan. Il faut former les journalistes, il faut les former en permanence. Parce que les journalistes ne sont pas formés, ils sont pareils à tous les autres corps des métiers qui existent dans notre pays. Parce que les gens sont formés pour le diplôme, mais ne sont pas formés pour participer à la construction de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne concerne pas que les journalistes, ça concerne tout le monde. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'appui, l'accompagnement des pouvoirs publics, et tout à l'heure on en parlait d'une volonté manifeste des pouvoirs publics à donner la chance à la presse d'être à la fois une presse viable, mais une presse responsable. Est-ce que vous croyez
au discours aujourd'hui encore émis par, par exemple, le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, qui est d'une façon ou d'une autre la tutelle technique des organes de presse. Je vais m'excuser, je vais parler comme Okati. Si le serpent te mord, tu commences à avoir peur du lézard. Quand tu as menti une fois, il est difficile que une deuxième fois puisse te faire confiance. Les journalistes sont habitués à écouter ce discours mielleux venant de la tutelle. Ce n'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez dit, que l'ancien ministre le disait déjà, celui-ci le dit. Ça, pourquoi ça dure? Vous savez qu'il y a une convention, la convention de Florence par exemple, qui donne droit à une génération au patron de la presse de pouvoir avoir des facilités au niveau de la production. La production d'achat de matériel, des intrants et autres. Qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore effective. Parce que quelqu'un parlait tout à l'heure des lois qui existent, mon camarade, mon frère de gauche, il parlait des lois qui existent, mais il faut faire attention. Les lois sont des instruments juridiques, c'est vrai. Cela, ça peut manifester, témoigner une certaine volonté de l'État à aller vers un idéal. Mais sauf que il y a un fossé entre l'existence des lois et l'application de ces lois. Donc, et quand j'entends dire ici que le grand frère m'excuse, il prend la parole de grand frère Denis, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme une parole d'évangile. Je suis désolé. Mais il faut pouvoir la prendre comme parole d'évangile. Je suis désolé. C'est le patron. Mais c'est lui. Permettez-moi. C'est le patron. C'est le patron. Permettez-moi. Dans des syndicats, je compte la corporation. Je n'ai pas remis sans doute sa casquette de patron des syndicats. Mais sauf qu'il n'est que patron des syndicats. Il faut noter que le syndicat n'est pas, comment je vais dire ça, ce n'est pas un ordre professionnel, parce que, comme on dirait en médecine, dans le métier d'avocature, non, il peut exister plusieurs syndicats. Le syndicat, c'est quoi? C'est une association de personnes qui se mettent ensemble pour la défense des droits, de leurs intérêts et des droits. Maintenant, il peut y avoir plusieurs. Quand lui le dit, il y a des journalistes qui peuvent ne pas vouloir adhérer à un syndicat, parce qu'ils estiment qu'il était indépendant et libre. Vous n'allez pas leur enlever leur casquette de journaliste. Donc, et si ceux-là sont inquiétés, vous ne direz pas que non. Les journalistes ne sont pas inquiétés. Donc c'est pour ça que moi, je suis un peu désolé là-dessus. Mais il faut quand même retenir quelque chose qui est très fondamental. On ne saurait exercer un métier sans toutefois avoir le rudiment, sans avoir le bébé à base. On ne peut pas. La formation est toujours la formation. Et la formation, comme le dit l'aîné qui est là, elle se veut perpétuelle. C'est-à-dire que même après, elle continue. Tu sors de l'école, c'est bien beau, tu as le diplôme qui te donne le droit, tu as dit que tu es sanctionné, quoi. Tu es sanctionné, ok, tu es habilité à exercer cette fonction. Mais il faut que chemin faisant, tu continues à faire tes formations, tes stages, ça se passe au sein de la structure qui t'emploie, ça se passe par des séminaires. C'est pour ça que je voudrais tirer sur le syndicat des journalistes. Parce que c'est bien beau qu'on vous entende sonner les touches quand l'un de vous est inquiété, à juste titre ou pas. Mais c'est aussi bien beau de savoir qu'on vous entend de faire pour demander des subventions, pour organiser des séminaires, pour dénoncer même aussi des journalistes qui ne font pas le travail dans le respect de l'art. Il faut aussi les patrons de presse. Parce que aujourd'hui, quand on va voir la majorité, ou alors la moitié si vous voulez, des patrons de presse sont des journalistes professionnels, mais c'est encore eux qui clochardisent leur personnel, leurs collaborateurs, leurs collègues, leurs confrères. Il y a de quoi se poser des questions. Autant on demande que la subvention soit là, autant on les demande eux aussi de prendre la responsabilité. Quand on voit un média où les journalistes arrivent à être à 6 mois d'arriérés sans salaire, on a commencé ici avec des télévisions concrètes. Je ne vais pas les citer, je ne peux pas faire cette erreur, mais je dis, quand vous gardez un personnel, des journalistes, des gens qui doivent au quotidien avoir un certain confort moral. Parce que il le faut pour être impartial. Vous les gardez 6 mois sans salaire. Vous attendez à quoi? Alors, Jacques Maboula, la thématique de cette année, c'est l'information est un bien pour tous, un bien précieux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans l'information? On a une scène politique qui est principalement dominée par des querelles, par des crises socio-politiques parfois post-électorales, par des crises sécuritaires. Au-delà de cela, on observe une montée en puissance du repli identitaire, en plus de cela du populisme. Quelle peut être la limite entre l'information et ce populisme-là?
Écoutez, la limite entre l'information et le populisme se définit tout simplement par ce qu'on appelle l'objectivité de l'information. Quand une information est passionnée, remplie d'émotions, et pire, partisan, ce n'est plus une information. C'est une guerre d'information, c'est une désinformation même à la limite. Maintenant, quand elle est objective... C'est une manipulation. Hein? C'est une manipulation. C'est une manipulation, je dirais également. Donc, mais quand vous avez une information objective qui présente les faits et trace un chemin vers la vérité des faits pour prendre une décision objective, là on a affaire à une information de qualité. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez toutes les sensibilités politiques qui instrumentalisent l'opinion à des fins que Dieu seul sait. Et aujourd'hui, vous avez un Cameroun qui est émietté en termes de chapelle d'opinion, chapelle politique. Ça s'est vu dans le cas du Boko Haram, parce qu'il y en avait qui étaient impatients d'accéder aux affaires, qui trouvaient que Boko Haram avait des raisons d'exister. Ça s'est vu dans le cas de la crise anglophone, où des gens ont élevé un serpent dans la maison qui s'est retourné finalement contre les populations. Ça s'est vu dans plusieurs situations. Et je crois qu'aujourd'hui, le journaliste doit retourner à l'école de la pédagogie initiatique en matière de journalisme pour comprendre qu'il a un rôle public. Et c'est à ce titre-là que l'information est un bien public, parce qu'il permet à la population de ne pas glisser dans les extrémismes. Il permet à la population de voir la vérité objective des faits et d'en faire un outil de décision. Je prends un exemple. Si je viens ici, je vous dis qu'à Yabassi, il y a une pandémie qui sévit, corona de type variant, parce que je veux absolument qu'il y ait un déploiement sécuritaire ou sanitaire de ce côté, parce que je vous aurais donné 150 000 ou je ne sais pas 200 000, et que vous relayez une telle information, elle n'est plus objective. Elle n'est plus objective. Donc il y a une responsabilité à assumer de ce côté-là. Et je crois que sur plusieurs tableaux, nous avons vu des journalistes prêter le flanc à ce type de journalisme-là. Et pour moi, je pense que quand on est en République, il faut savoir assumer sa carte professionnelle, il faut savoir assumer ses publications, il faut aller au bout de l'information, trouver les faits et les relayer de manière qualitative pour permettre à la population non seulement de se protéger, mais de jouer son véritable rôle social qui est celui d'être un acteur de la vie publique. Alors, il faut être un acteur de la vie publique. Est-ce que le journaliste joue véritablement ce rôle-là? Être un acteur sur lequel ou pour lequel et avec lequel la société doit pouvoir compter? Bon, je ne peux pas répondre par l'affirmative parce que les dérives sont tellement énormes. Mon voisin de droite... Comme vous dites que les journalistes ne font rien de bon. Non, attention. Pas pour dire que les journalistes ne font rien de bon, c'est pour dire que les journalistes dérivent beaucoup. Il y en a, comme dans tous les métiers, heureusement le DP, je m'appuie sur des spécialistes, le DP a donné ses statistiques tout à l'heure, il a dit, il est allé dans l'ordre de 80 quelque chose % de ce qui est négatif et un petit pourcentage de ce qui est bien. Vraiment, à partir de là, on peut dire que les journalistes ne jouent pas un très bon rôle dans la société camerounaise. Manipulation de l'information, presse à gage, c'est-à-dire que les publications sur commande. Les gens, on n'informe pas, on désinforme. Mais c'est commandé par qui? Principalement par ceux qui sont au pouvoir. Non, pas forcément. Ceux qui ont la monnaie. Non, attention. Ceux qui veulent davantage détourner l'opinion. Attention, monsieur le maire parlait tout à l'heure de la polarisation de la presse entre les chapelles politiques. Si vous avez remarqué, depuis 2018, au moins, vous allez remarquer que la presse camerounaise est carrément clivée en deux. Vous allez accuser la presse publique de rouler pour l'État, de rouler pour le RDPC, de faire ça. Ok, vous allez nous accuser de ça. Mais cette presse privée alors, qui nous fait face. Et voilà une presse privée qui n'a de cesse de défendre qu'un parti politique, je ne dis même pas l'opposition. Un seul parti, c'est-à-dire que vous prenez un journal, vous allumez votre télévision du matin au soir. C'est comme si la télévision était devenue le tam-tam d'un parti politique. À ce moment-là, vraiment, toutes les informations sont travesties. Il y a une bavure, peut-être un incident au Nozo. Les gens s'arrangent pour venir nous dire, ah, voilà la milice de Bia qui est en train de tuer. Vous voyez, il y a un incident là-bas, on le grossit, on présente, et ça fait les grands titres d'un journal. Les gens ne sont pas allés faire des enquêtes sur le journal. Les gens donnent des informations pour servir des causes politiques qui les arrangent. Vous voyez, à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas dire que la presse ne joue pas un bon rôle.
La presse ne joue pas un bon rôle au Cameroun. Et pourtant, c'est le quatrième pouvoir. C'est un quatrième pouvoir. C'est le quatrième. Et c'est pour ça que les Camerounais sont autant divisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se regarde en chien de faïence. Pourquoi? Parce que les médias, le quatrième pouvoir, a usé de son pouvoir pour nous diviser. D'accord? Elle a usé son pouvoir pour nous diviser. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui peut être d'un intérêt commun. Regardez ce qui s'est passé avec la pandémie, la Covid-19. Dès le début, chez nous, les médias se sont positionnés. Vous voyez les acteurs politiques qui sortent de nulle part, ils vous disent que non, ils vont venir remplacer le gouvernement, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ils sont accompagnés tous les jours par la presse. Personne ne s'arrête pour leur dire qu'à ce niveau, non. À ce niveau, non. Tout le monde, on applaudit, mais attendez un peu. Et s'il vous plaît, c'est cette presse-là qui a pignon sur eux. Ouais. Si vous ouvrez les forums Facebook et WhatsApp, au moins on parle, je suis sûr qu'ils sont même fait insulter correctement. Hein. C'est eux qui ont pignon sur eux. Ouais. C'est très dangereux pour la société. Et en même temps, l'État regarde, l'État n'intervient pas. Parce que s'il met la main là, on va encore dire, ah, voilà l'État répressif. Vous voyez? Non, à un moment donné, il faut que les journalistes se regardent eux-mêmes. Le ministre a parlé dans sa communication, de l'autorégulation. Il faudrait que les gens s'autorégulent. Parce qu'on est dans un secteur où, si l'État vient imposer, on va se mettre à crier. D'accord? Pour qu'on ne dise plus que les journalistes ont fait ci, les journalistes ont fait cela, il faut que le corps en lui-même mettre sur pied des mécanismes d'autorégulation qui vont exclure de manière systématique les journalistes qui tirent la profession vers le bas. Alors, et qui sont très nombreux. Je voudrais rappeler au téléspectateur que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran n'est pas un numéro d'appel. S'il vous plaît, messieurs et dames à la maison, vous qui nous regardez à travers vos petits écrans ou alors vos smartphones, puisque nous sommes en live sur LTM TV officiel, notre page Facebook, ne nous appelez pas sur le numéro de téléphone, ne prenons pas d'appel, nous prenons exclusivement des SMS. Envoyez-nous simplement votre message. Nous nous ferons le plaisir, le bonheur de partager avec vous, bien évidemment, votre contribution à ce débat cet après-midi. Alors, Pierre Claver, on a évoqué la question des dérives, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à des sanctions véritables au-delà de celles prévues par la réglementation en vigueur, prévues par exemple, cet organisme qui a été mis en place, qui s'appelle le Conseil national de la communication? Est-ce qu'on peut arriver à cette auto-censure qui permettrait de redorer les lettres de noblesse de la presse camerounaise? On sait qu'il y a des gens qui ont bataillé pour cette presse, qui sont partis aujourd'hui. Ils pourraient se retourner dans leur temps en se disant « c'est pas ça le combat que nous avons voulu pour une presse libre et forte au Cameroun ». Nous avons été consultés dans le cadre du syndicat du Synagic pour donner notre contribution sur la révision de la loi, pas le ministre de la Communication, sur la révision de la loi portant la liberté de la presse. Et nous allons justement proposer au ministre de laisser la presse, les syndicats mettre en place des tribunaux de paix. Les tribunaux de paix, c'est-à-dire c'est les organes qui seront mis en place par les journalistes eux-mêmes et qui seront appelés à sanctionner et à... Mais c'était le rôle que devait jouer le Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication, malheureusement, ne le joue pas en tant que tel. Le Conseil national de communication passe davantage de temps à sanctionner. Moi, je ne sais pas si je suis mal informé. Pour qu'on y arrive, il faudrait que les journalistes soient bien formés ou alors mis à niveau. Et là, la responsabilité partagée ne peut pas seulement être la responsabilité des syndicats ou des journalistes, mais également la responsabilité du gouvernement. Parce que si les journalistes sont formés ou alors versés dans la dérive, le premier qui paie le prix, c'est le gouvernement. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas mettre en place, ne veut pas accompagner soit les syndicats, soit même le CNC, le Conseil national de la communication, à former, à mettre en place un calendrier de formation à thème chaque année. Nous, on a mené, au sein du syndicat, nous avons organisé des séminaires sans recevoir un radis du gouvernement. On a pu le faire au moins 2 séminaires que nous avons organisés depuis le début de cette année. Sans soutien du gouvernement, on ne sait même pas. Nous avons été surpris d'être reçus par le gouverneur, mais là, pour nous, c'est bien un succès. Donc, la responsabilité est partagée sur ce que nous devons en ce qui concerne les dérives observées dans le domaine, au sein de la presse. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et le gouvernement doit donner des moyens aux syndicats de journalistes. Si le gouvernement donne les moyens, on aura l'impression que le gouvernement en même temps vous a mis dans sa barque. Et au point où vous ne pourrez plus être à même de défendre les intérêts des journalistes. Non, nous devons être, et si nous sommes soutenus par des organisations internationales, qu'est-ce que ça donnera? Parce que nous pouvons être soutenus par des organisations internationales. Ça, ce n'est pas ça, c'est exact. Il y a des organisations internationales qui sont prêtes à donner de l'argent aux syndicats. Ça existe, c'est pas illégal. Mais maintenant, si c'est fait, si nous le faisons, nous allons servir notre pays ou les organisations internationales. Il y a cette question qu'il faut évoquer. Donc, nous sommes d'accord
sur le malaise qui existe au sein de la presse, au sein des professionnels de la presse, mais nous disons la responsabilité est partagée. Le gouvernement, le PCN devrait prendre ses responsabilités le moment venu, parce que laisser la presse évoluer comme elle évolue dans des conditions actuelles, c'est ouvrir grande la porte à toutes ces dérives que vous semblez condamner, comme on fait du semble condamner. Mais prenez vos responsabilités. Les professionnels des médias devront également parler. C'est comme on parlait du député Achidi Achou, politique d'Andjangui. Ils n'ont pas ses responsabilités, les professionnels des médias prennent les responsabilités et puis tout ira et chacun saura quel est son cahier de charges par rapport à l'autre, c'est tout. Alors, il faut des sanctions pour peut-être résoudre la question des dérives aujourd'hui, mais le quatrième pouvoir, qui est celui du journaliste, est-il mal mis entre les mains des journalistes? Oui, moi je dirais oui, il est mal mis. Parce que, quoi qu'on dise, j'ai entendu le gars faire évoquer l'objectivité. J'ai entendu mon voisin du RDPC parler de revenir sur le propos du ministre de l'autorégulation, qui pour moi aussi peut être, il y a une synonyme avec l'autocensure. Mais il faut dire que l'autocensure, l'autorégulation dépend de quoi, découle de quoi? Découle de l'effectivité de l'influence des politiques publiques. C'est-à-dire que si les politiques d'éducation publique n'ont pas été vraiment effectives, vous allez avoir une société où des gens ne pourront pas avoir les capacités de s'auto-censurer eux-mêmes. Parce que donc là encore, vous allez vous rendre compte que la responsabilité va revenir toujours au gouvernement. Sanctionner, c'est une bonne chose. Mais avant de sanctionner, il faut d'abord faire de la pédagogie. Il faut d'abord amener les gens à comprendre quels sont leurs devoirs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire. Leur donner les moyens de pouvoir, vraiment, je reviens là-dessus, véritablement travailler de manière saine. Si vous ne le faites pas, mais vous attendez à quoi? Donc, je dis les sanctions, oui, mais avant les sanctions, il faut d'abord donner les moyens de bien travailler. Il faut d'abord donner, il faut donner toutes les possibilités à ce corps de métier-là, ce corps de métier, de pouvoir se déployer. Et je suis d'accord avec le maire Maboula quand il dit que le métier de journaliste, il est à l'image de tout le Cameroun. Il n'y a aucun corps de métier aujourd'hui où vous allez trouver certaines sérénités. C'est bien à l'image du Cameroun. Donc, il y a un travail de fond qu'il faut mener. Il y a un travail qui, qu'on ne veut pas, la responsabilité va être gouvernementale. C'est le gouvernement qui doit définir les politiques d'éducation générale, qui doit tenir compte de ce que le journalisme est un quatrième pouvoir. Et il faut leur donner les possibilités de pouvoir exercer à bien ce pouvoir. Voilà. Alors, M. Albert, on est en train de sortir de cette question de la liberté de la presse cet après-midi. Aujourd'hui, on a donc fait le constat. On semble avoir les remèdes, mais on ne semble pas, on ne les met pas suffisamment en œuvre sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une presse à la fois libre, forte et viable? Bon, là, je vais être tellement pédagogique. Le métier de... La pédagogie, ça ne suffira pas peut-être pour résoudre les problèmes. Non. Le journalisme, c'est un entrepreneuriat, première des choses. Si vous sortez de là, vous ne pouvez rien résoudre. Donc, créer une entreprise de presse, ça suppose avoir un business plan. Ça suppose être autonome, financièrement. Parce que quand vous regardez la presse aujourd'hui, elle fonctionne essentiellement sur l'aide publique. Alors, si vous n'avez pas bâti un business plan derrière votre entreprise médiatique, il va de soi que vous allez vous prosterner pour avoir l'aide publique et vous ne serez plus objectif. Les grands journalistes, les grands médias ont derrière ce qu'on appelle un marketing public fort, qui fait que l'information est d'abord objective et de qualité, et ensuite peuvent arracher ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, parce que personne ne les contrôle. Parce qu'on sait que cette presse est capable peut se retrouver en 24 heures à coup série, elle est même demandée, elle est réclamée, elle peut se retrouver en BAM en 24 heures, etc. Aujourd'hui, vous avez des journaux qui ne peuvent même pas vendre 200 journaux, qui distribuent même gratuitement. Même tirer, ils sont incapables de tirer. Donc je dis, si on veut régler le problème de la presse, il s'agit d'un problème de l'entreprise médiatique. Comment elle se met en place? Qui est-ce qu'on recrute dans ces journaux-là?
comment on travaille l'information, etc. Donc vous ne pouvez pas créer une presse et commencer à dire que l'aide publique a fait ci, l'aide publique a fait ça. Tout à l'heure, le jeune frère disait qu'il y a des médias qui du matin au soir parlent de partis politiques, Vous avez des gens qui instrumentalisent même la sécurité de l'État. C'est-à-dire que moi, j'étais scandalisé quand je voyais certaines personnes parler de la guerre dans le Nozo comme si c'était une affaire qu'il fallait soutenir des sécessionnistes. Ça montrait un déficit de formation en matière de la République et de la sécurité nationale. Donc moi j'étais scandalisé parce que je dis encore, quand on a une formation, on met une entreprise de presse, qu'elle soit télé, qu'elle soit écrite, qu'elle soit audio, c'est d'abord son marketing public qui fait la force du financement. Et vous ne pouvez pas être autonome si vous n'avez pas l'autonomie financière. Et c'est là où il faut former tous les propriétaires d'entreprises de presse pour arracher ce pouvoir-là. Parce qu'une fois que vous avez traité objectivement une information, même si on vient sceller votre journal, votre entreprise de presse, je vous assure que c'est toute la presse mondiale qui va dire qu'on a scellé cette entreprise de presse pour telle raison. Donc je pense qu'il faut rentrer aux fondamentaux de l'entrepreneuriat et de l'autonomie financière des structures médiatiques. Alors, on a des pistes de solutions pour résoudre la crise qui sévit au sein de cette presse camerounaise-là, cette presse qui a à la fois besoin d'être forte, viable, mais une presse, au-delà de tout, sur laquelle tout un peuple, toute une nation doit pouvoir compter. Oui, il y a tout un peuple, toute une nation doit pouvoir compter là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Et une fois de plus, je fais mienne toute l'argumentation de M. le maire. Parce qu'on ne peut pas mettre sur pied une entreprise et rêver que les salaires, le fonctionnement de son entreprise dépendra de l'aide. Vraiment, ça, c'est surréaliste. On ne peut pas. L'aide est minime. Non, presque tous les discours, au maximum, alors qu'on j'ai vu la liste, j'ai vu la distribution de cette aide pour l'année 2020 et j'étais vraiment surpris. C'est-à-dire que parfois, entre guillemets, des grandes gueules qui sont là avec des journaux sur la place, crier, mais vous voyez, les noms sont alliés, là, ils ont des montants et on compte tellement là-dessus, on demande qu'on ajoute. Mais attendez un peu, une entreprise, quand on l'a fait, M. le maire a dit, on a un business plan, d'accord? Il y a l'aide, c'est un bonus, il n'y a pas d'aide, vous continuez. Que les médias camerounais se mettent déjà dans ce fonctionnement-là, ce sont des entreprises, et que les entreprises cessent d'attendre que la main tombe du ciel pour qu'elles fonctionnent bien, que les gens se forment, en management, en montage d'entreprises et autres. Et puis, on va même aller plus loin. Il a dit, vous savez que celui qui paye la boisson, généralement, commande la musique. D'accord? Je viens, vous voulez qu'on augmente l'aide, non? Ok, j'augmente l'aide. Mais je vous dis, bon, toi, voilà ce que tu dis demain, toi, voilà ce que tu dis demain, toi, voilà, c'est la condition. Ça va se passer comment? On va commencer à dire que non, une fois de plus, le gouvernement veut faire, temporaliser la presse, n'est-ce pas? Le gouvernement laisse faire. Et tout à l'heure, j'ai entendu que non, il faudrait que l'État vienne mettre de l'ordre là-dedans. L'État va mettre de l'ordre comment? Je vous dis que l'État a fixé un cadre légal. D'accord? Le cadre légal est là, que l'État vienne encore faire quoi? Et les journalistes camerounais savent tellement crier que, à un moment donné, si le ministre de la Communication sort, ou alors le conseil de la Communication sort pour venir prendre telle décision contre telle autre, ça va se retrouver dans tous les temps. On aura le sentiment qu'il y a un problème national. Vous voyez, l'État préfère se mettre en réserve, comme l'a proposé M. le ministre de la Communication, et faire confiance aux journalistes. Et dans ce corps, contrairement, il ne faudrait pas que les gens se trompent, contrairement à ce que nous disons au début là, pour dire que la presse est négative. Elle est négative, oui, mais il y a dans la presse des personnes de qualité. Il y a des aînés de qualité dans cette presse. Parfois, quand vous les écoutez, vous vous dites non, voilà des gens, ou quand ils écrivent, vous lisez, vous sentez qu'il y a de quoi former la jeunesse là. Vraiment que ces aînés réunissent les jeunes, qu'ils essayent de les former. Vous avez parlé des séminaires tout à l'heure. Ce n'est pas l'État. N'attendez pas que l'État vienne vous donner de l'argent pour organiser les séminaires. Vos patrons, c'est-à-dire que, par exemple, ici, le promoteur de cette chaîne pour vous envoyer faire des séminaires. D'accord? Elle peut même organiser de manière concertée avec les autres. Il y a tellement de choses à faire. D'accord, alors, on va sortir vraiment le temps. Non, le temps, s'il vous plaît, monsieur.
le temps imparti à cette... Non, écoutez-moi d'abord. Le temps imparti à ce programme est, pour cette thématique est arrivé à son terme. Je vais exclusivement accorder 1 minute pour chacun d'entre vous. Je commence par Marcel. Très rapidement, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je voulais simplement dire que lorsqu'on demande ici que l'État doit donner les moyens, on ne dit pas que l'État doit venir s'approprier ce corps de métier. Non. Le journalisme contribue à l'éducation publique. Donc autant l'État subventionne l'éducation, parce que c'est une partie de ces missions régaliennes, l'État doit aussi créer un cadre qui permette à ce que le journalisme puisse se déployer de manière saine. Non, ce cadre, il y a des instruments juridiques, c'est vrai, mais est-ce qu'on accompagne suffisamment? Vous savez, si vous entrez par exemple de l'éducation, l'offre privée aujourd'hui, au niveau de l'éducation, représente presque 97%. Donc l'État même n'offre presque rien. C'est pour ça que l'État est obligé d'accompagner en donnant des subventions. Et ça doit être pareil au niveau du journalisme. Ça veut dire que l'État doit donner des subventions à l'offre privée de pouvoir mener à bien ce Alors, pour vous sortir, 1 minute également. Très rapidement, dire que l'État n'a rien à voir dans le financement de la presse, c'est ignorer la place de la presse dans la construction de la démocratie. La presse est un acteur central dans la construction d'une démocratie dans tous les pays dans le monde. C'est pour ça que dans tous les pays, la presse est subventionnée. En France, le Quai d'Orsay finance pratiquement tous les médias français. Ce n'est qu'une aide. Maintenant, si on parle de la qualité de la presse, c'est une construction. Maintenant, l'État, je continue à dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Moi, quand on me dit qu'il y a des organes de presse qui n'ont pas... Moi, je suis à la tête d'un organe de presse, en plus d'être syndicaliste, je suis à la tête d'un organe de presse où j'occupe le poste de promoteur. Depuis des années, j'ai un siège, j'ai des collaborateurs, j'ai tous les équipements, tout ce monde chez moi, tout s'écrit chez moi. Et je paie mon personnel. Si ça, il suffit, et je n'ai jamais reçu l'aide publique, je vous en prie. J'ai demandé 2-3 fois, je n'ai pas pu l'obtenir, et j'ai décidé de ne plus jamais le faire dans la formule actuelle. Donc, ça ne vient même pas à l'esprit. Ceux qui demandent l'aide publique pour ceux qui en font un autre type, c'est une démarche. Par contre, moi, je fonctionne avec les ressources que mon propre organe de presse produit. Et ça m'arrange parce que je vois les choses autrement. Donc, je crois quand même que l'État, jusque-là, l'État a un rôle principal à jouer. L'État doit prendre en charge une partie des besoins parce que la presse est un acteur sur lequel l'État doit compter pour construire sa démocratie. Au Cameroun, c'est tellement évident au regard de la jeunesse de notre démocratie. Alors, je voudrais sortir avec quelques SMS qui sont arrivés. On va prendre 3 ou 4 SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Très bonne émission. Déjà, les 2 thématiques évoquées. Mais comment pouvons-nous encore faire confiance aux hommes des médias lorsqu'ils sont assurés par une entreprise téléphonie mobile? Un mélange de genres ne peut que nous amener à être distants et particulièrement méfiants vis-à-vis des hommes de presse. C'est Charles qui nous écrit depuis Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun. Autre réaction qui nous est parvenue cet après-midi. Bonsoir à vous en studio. Je suis avec beaucoup d'attention votre émission. J'apprécie bien le thème pourtant sur la liberté de la presse dans notre société. J'apprécie dans l'ensemble toutes les interventions qui sont dans le fond sont convergentes. La presse au Cameroun va dans tous les sens. Par conséquent, l'impératif d'une autorégulation s'impose. Un bonsoir particulier à M. Yves Abama, c'est M. Ngombo François Banda depuis Cotin, je pense dans la région du Central, dans le département de Sanaga, au Sanaga. Je me suis retrouvé. Alors, autre réaction qui nous est parvenue. Bonsoir à vous, bon après-midi, grand respect à vous sur le plateau. Simon Achidiachou était un grand homme, mais pourquoi nos personnalités aiment toujours mourir chez les Blancs, paix à son âme, pour la liberté de la presse? Je dirais qu'il y a quand même eu des avancées depuis les années 90, et le journaliste ne doit pas permettre n'importe quoi. En fait, je retiendrai que le côté positif de ce métier, est-ce que tous les journalistes appartiennent vraiment au syndicat chapeauté par M. Denis Kouebo? C'est une question que je veux savoir. Vous particulièrement, Frédéric Moutomé, que j'apprécie beaucoup. Vous avez fait partie de ceux qui ont couvert les élections au Tchad. Ne baissez pas les bras. C'est Aimé Achille qui nous a écrit également. Merci à vous de continuer à nous accompagner. Alors, je rappelle que je suis convoité par les 2 syndicats. À la fois le SNJC qui est là depuis très longtemps et le Synergie qui est arrivé. D'ailleurs, il me demandait...
Il m'a demandé de pouvoir rentrer pleinement dans cette conférence. Je suis journaliste. Je ne suis pas syndiqué. Pour dire que j'ai commencé à être syndicaliste du SNJ depuis très longtemps. Donc le SNJC, le SNAGIC qui est arrivé hier. Donc balance. Me convoite également pour les mêmes choses. Bonsoir à vous, messieurs Moutomé. Ne confondons pas la liberté et le libertinage. Selon moi, le journalisme est une profession noble et la meilleure au monde. Néanmoins, il y a beaucoup de brebis galeux. Certains exercent ce métier pas par conviction ou par vocation, ni par passion, juste par que faire, mener les enquêtes, recouper les informations, ensuite publier la bonne information. C'est sur à quoi un journaliste doit s'atteler au quotidien, selon moi. Je suis très passionné de journalisme, monsieur Moutomé. Vous êtes un modèle pour moi. Merci à vous, monsieur ou madame, je pense, Numba Lutine, qui nous écrit depuis Macaque, c'est dans la région du Centre, département d'Union et Kélé. Merci à vous d'avoir fait de moi un modèle. Bonsoir à vous sur le plateau, belle émission. La plus grande responsabilité revient à l'État de notre pays qui ne joue pas véritablement son rôle. Plusieurs SMS également continuent à nous accompagner. Alors on va prendre l'autre thématique qui porte sur cette querelle entre deux acteurs politiques de choix. Permettez-moi d'ouvrir cette affaire avec peut-être de même avec Marcel sur la question. Marcel, aujourd'hui, il y a deux acteurs politiques alliés principalement qui se divisent la place politique autour de la gestion d'une initiative, Survie Cameroun, ça va être initiative. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore, ou alors devrait-on comprendre cette querelle ouverte, cette guerre de tranchées pratiquement ouverte entre ces deux acteurs, Maurice Kamto et Samuel Christian Pindaïkoka? Seuls les naïfs sont surpris. Pourquoi seuls les naïfs sont surpris? Vous savez, il y avait un bon professeur de philosophie au Cameroun, son nom, le professeur Obama, c'est ce que vous avez connu à Yaoundé, qui disait en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis permanents. M. Koka et M. Kamto avaient fait une alliance à la base de quelque chose. C'était lors de l'élection présidentielle de 2018. 18, permettez-moi, 18. L'alliance ne peut prospérer. Pourquoi? Parce que chemin faisant, le calendrier change. Et quand le calendrier change, les intérêts aussi changent. C'est-à-dire que j'essaie de parler de manière très à terre pour qu'on se comprenne. Donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'ils ne puissent plus accorder leur violon. Par contre, je voudrais, contrairement à ce que beaucoup de Camerounais pensent, je voudrais saluer l'initiative, l'idée de l'initiative, ça va à la base, qui était, pour moi, c'est une idée qui est salutaire, parce qu'on était quand même là face à une situation où il y avait une psychose très forte, on avait peur de cette pandémie. Quand on voyait ce qui se passait de l'autre côté, on voyait le nombre de morts, on avait peur. Et il faut avouer que notre gouvernement a eu une lenteur au niveau de la communication, au niveau de comment est-ce qu'elle allait se déployer, pour pouvoir répondre aux attentes. Donc, on a eu des initiatives privées comme celle-là, qui, même si elles contribuent un peu au marketing politique de certaines parties, de certaines associations, mais quand même, avait un côté social qu'il faut quand même saluer. Maintenant, l'argent étant, vous savez, c'est l'argent qui divise. Et moi, je pense que pour les hommes politiques, nous autres qui sommes hommes acteurs politiques, nous devons regarder cette histoire avec un peu de recul. Nous devons l'apprécier avec un peu de tact. Parce que là, il n'y a encore rien de dit. J'ai suivi l'interview de M. Koka. Il a fait où il évitait même, c'est-à-dire que fondamentalement cette question, il survolait la question sur la relation aujourd'hui entre lui et son allié, le professeur Maurice Kamto. Mais il a également parlé au niveau du Berg, fameux Berg, que lui, il n'y croit pas. Et quand on sait qui est M. Pindaïkoka, quand on sait que c'était un économiste de haut rang, c'est quelqu'un qui a approuvé, c'était quand même le conseiller technique à la présidence, il y a de fortes raisons qu'on puisse accorder un peu de crédit à ce qu'il dit. Alors, un peu de crédit à ce qu'il dit, au-delà de tout, ce sont des alliés hier. Est-ce qu'un allié peut avoir une posture comme celle-là, quand on sait qu'on a travaillé ensemble pour un même projet et qu'un premier audit, par exemple, a déjà été mené, un second est mené, les deux audits ont pratiquement la même conclusion, pourquoi remettre aussi de manière
ouvertes les conclusions du travail fait par votre allié. Pierre. Je crois qu'il faut plutôt voir à travers la situation qui prévaut, la relation qui prévaut actuellement entre le COCA et Camto, une espèce de rupture de banc qui est la conséquence du fait que Camto ne se soit pas présenté, n'ait pas respecté les accords qu'il aurait passés avec nous. Donc, ce qui est... Ce n'est pas une affaire de bug, ce n'est pas une affaire d'argent non plus. Ce n'est pas une affaire d'argent. Et Kokara, c'est certainement des ambitions politiques. En rejoignant comme il avait des ambitions politiques. Maintenant, ces ambitions politiques se sont volatilisées suite à la décision de Camto de ne pas participer à la dernière élection présidentielle, à la dernière élection au double scrutin. Mais ce n'est pas législatif. De janvier, voilà. Février 2020. Qu'est-ce que Kokara attend donc désormais de Camto? Pas grand-chose. Oui, mais la querelle vient davantage de la gestion des fonds mis en place, ou une collecte de fonds mis en place pour apporter une aide à la Covid-19, ou on n'a plus à la Covid-19. C'est juste l'étincelle qui vient mettre le feu au poudre. Parce que certainement le fait que Kokara n'ait pas pu réaliser son rêve politique, il n'arrive pas à le supporter. Et aujourd'hui, lorsque Sophie se pose dans ce problème des fonds générés par l'initiative, il dit, ben tiens, pourquoi continuer à souffrir en silence autant, tout verser dans la rue, comme on dit souvent. Donc il s'agit de deux alliés dont l'un n'a pas respecté les engagements pris avec l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Alliés qui ne respectent pas les engagements, pas une affaire d'argent, c'est le point de vue de Pierre Claver, mais en même temps, sur la scène publique, sur la scène politique, on évoque davantage une querelle du partage du butin autour de l'initiative Survie Cameroun sur l'initiative. Oui, chez nous au RDPC, cette actualité, on la suit, je ne vais pas dire avec du petit lait. Pas devant du petit lait, on la suit avec un intérêt très distant. Bon, c'est pas plus loin de là. C'est-à-dire que voilà des gens... Vous admettez que ça vous fait plaisir de voir... Pas que ça nous fait plaisir. Non, ça ne nous fait pas plaisir outre mesure, hein, parce qu'au contraire, c'est même une honte pour les politiciens. Ce qu'on est en train de montrer là, c'est qu'on est en train de dire à la population camerounaise que les politiciens, peut-être, bref, on est en train de salir toute l'opposition camerounaise. Et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre, moi du RDPC. Ce que je dis, c'est que quand cette affaire commence, le représentant du PCRN, je le trouve très poli parce qu'il dit que ça a été une opération à saluer, il y a eu ci, il y a eu ça. Je vous rappelle que les gens sont partis sur un principe selon lequel le gouvernement a abandonné les populations. Oh, les Camerounais sont en train de mourir. Si on ne fait rien, c'est la catastrophe. Je pose la question aux journalistes. Depuis que ces gens ont récolté cet argent, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous êtes allé sur le terrain vérifier l'efficacité de leur travail? Est-ce que vous avez essayé de voir si les Camerounais, sans leur intervention, seraient morts en cascade? Vous avez essayé de voir ça? Il y a un souci, d'accord? C'est-à-dire que des gens sont venus poser des actes politiques. J'ai même envie de parler d'une opposition déliquescente, oisive, qui cherchait des moyens de s'occuper, d'accord? Et du coup, face au vide émanant du boycott des élections, ils se sont dit, ok, on s'occupe comment? On trouve que les Camerounais sont en danger, on va les décimer. Si on ne collecte pas l'argent, on va les décimer. Oui, mais on a collecté l'argent et j'en viens. Les principaux acteurs. J'en viens. On a collecté de l'argent comme on a pu par tous les moyens, y compris contre la volonté, le refus du gouvernement. Et on arrive à la situation que moi je vais appeler peut-être la situation des comptes. Je ne vais pas être dur en disant du partage. Il faut faire les comptes. Et celui qu'on avait désigné comme le gestionnaire principal de l'affaire a le sentiment que c'est vrai, il est gestionnaire, mais les choses lui traversent, lui passent par la tête. Il est gestionnaire, il ne gère rien. Il est gestionnaire, il ne contrôle rien. J'ai suivi... Et pourquoi ne pas dénoncer en ce moment? Attendez, j'en viens. J'ai suivi son propos où il disait que à tout moment, il fallait qu'on demande à tel de donner des cours d'accès, de donner ceci ou cela, et il dit même que le professeur Camto en personne aurait sommé le tout-puissant de l'histoire, qui serait le coordonnateur du MSC Europe, aurait sommé ce monsieur-là à plusieurs reprises de lui donner des cours de défense sur ça. Mais j'écoute ça, je me dis, bon, celui-là, il gérait donc quoi? Il gérait quoi? Vous voyez? Est-ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas seulement cherché un homme de paille qu'on a placé à la tête d'une institution, et en réalité, le boss était ailleurs. Vous voyez? Donc, quand
quand vous racontez même l'histoire du beurre, je me suis amusé un peu. Je suis allé dans le site de leur affaire là, suivi Cameroun. Parce que moi je voulais voir, je me suis dit, bon, le peu d'argent qui n'a pas bugué, qu'est-ce qu'on a fait avec? Je suis allé regarder là-bas. Et je vous assure que pour les gens qui passent le temps à se moquer de l'État, à vilipender l'État sur tous les toits, quand il y a un bon de commande qui arrive ou un papier, on va vous dire non, non. J'ai vu, on vous dit transport 38 000 euros, frais de. C'est quoi là. Bref, du n'importe quoi. D'accord? Du n'importe quoi. Donc, ça, c'est une affaire pour moi qui vient montrer aux yeux des Camerounais que ces opposants, donneurs de leçons, ces opposants qui donnent le sentiment aux autres que le gouvernement ne fout rien, c'est eux qui font tout, sont plus dangereux. Je sors par un exemple. Très rapidement. Il y a nos amis du PCN qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont cotisé d'argent pour acheter une pirogue. Une pirogue, d'accord? Et je me promenais sur Facebook, j'ai vu la capture, la facture du moteur. Ils ont payé un moteur à la liste avec la tête. Ils mettent tout ce qu'ils. Mais mon Dieu. Et quand vous voyez ça, vous dites, vous avez contrôlé, vous dites, mais vraiment, je n'ai plus à me plaindre. D'accord. Alors, monsieur le maire, pourquoi est-ce qu'on arrive donc à cette querelle? Pourquoi on arrive à ces pleurs-là aujourd'hui? On a mis en place une initiative, il y a de l'argent qui a été collecté. La transparence était le credo de Maurice Kamto et de Christian Penda et Koka. Pourtant, cette transparence semble être aujourd'hui, j'ai pas envie de dire, une transparence opaque, mais davantage, on est dans le noir, le flou total. Écoutez, la gouvernance, c'est une science. Tout comme mais ce sont des acteurs de science qui développent cette réalisation. Maurice Kamto, enseignant du niveau haut niveau, Christian Penda et Koka, économiste chevronné. Donc ce sont des acteurs de science. Tout à fait. Et je continue mon propos en disant, la gouvernance c'est une science, et toute science est objective. Les outils de gestion de l'argent public sont connus. Aujourd'hui, vous avez des start-up au Cameroun qui ont des plateformes d'achat en ligne et qui vous livrent même à domicile. Je fais référence à une jeune start-up de type Cellgate qui, aujourd'hui, vous pouvez acheter dans le monde entier et elle vous livre à domicile. J'ai jamais entendu que Cellgate a eu un bug. Payé en dollars, payé en euros, payé en ceci. Cellgate vous livre votre produit à domicile. Sans publicité naturellement. Merci beaucoup. Mais vous aspirez à diriger un pays. Et vous buguez. C'est moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard. On a le droit de bugger. C'est pas les individus qui buguent, c'est la machine qui a bugué. Et vous savez très bien qu'il y a un dicton qui est très souvent utilisé. L'homme a beau créer la machine, et la machine finit par créer l'homme. Ça passe pas. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez que, je vous disais tantôt, la gouvernance c'est une science. Penda et Koka, scientifique, voyant le bug arriver, il s'est dit non, moi je ne suis pas moi là. Je ne peux pas aller expliquer ça aux contribuables. Et je dis encore, c'est très grave. C'est très très grave. Parce que, je reviens maintenant sur le principe de la banque. Si vous faites une contribution dans un compte bancaire, à temps réel, vous avez l'historique de toute la contribution. Il eût été plus simple qu'il nous présentât le relevé bancaire des contributions. On fait addition, soustraction. C'est une opération de l'école primaire. Avec une calculatrice simple, c'est terminé. Mais là que des gens aujourd'hui disent, et je suis très scandalisé, très choqué parce que ils disent que ceux qui ont contribué portent plainte ou bien demandent l'audit. Et c'est un argent public, je suis désolé. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un de triste réputation, monsieur Lebou, je ne sais pas quoi là, Emmanuel, venait à dire que celui qui avait versé son argent dans le trésor vient de me réclamer l'argent que j'ai détourné. C'est un scandale. Donc vous nous dites qu'ils ont détourné l'argent là-bas dans l'opération sur le Cameroun? C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a eu un bug d'après leur vocabulaire. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pour moi, un bug à ce niveau-là. Et qu'il y a 330 000 euros qui sont portés disparus. Est inadmissible. Un bug est inadmissible du point de vue des outils de gestion de l'argent aujourd'hui. J'ai cité des cas de plateformes qui sont nombreuses dans le monde entier. Vous pouvez payer sur toutes les plateformes mondiales, vous aurez le montant de votre contribution. Et à ce niveau-là, je dis, il y a problème. De votre point de vue, l'argent est parti où? Dans le bug. Dans le bug.
Et à ça, de nous définir ce qu'ils entendent par bug. Ils nous ont dit que le bug, le système a commencé, le système n'a pas fonctionné normalement parce qu'on n'a pas pu convertir d'une monnaie à une autre. Monsieur Mouton, vous savez, le principe des vases communicants, il est vrai en banque, il est vrai en toute chose. La chose la plus simple, s'il veut être transparent comme il prétend, c'est simplement de tirer l'historique de toutes les contributions. D'accord qu'il faudrait que cet historique reflète les comptes véritables, pas des sous-comptes. Parce que si vous avez votre compte, M. Mouton, c'est votre propriété, la banque ne peut pas me donner votre historique bancaire. Et maintenant, si c'est que les contributions se faisaient dans le compte de M. Djoko, et non pas dans le compte dédié aux contributions, c'est encore même plus grave. C'est encore plus grave. Et pour moi, je dis, ce mécanisme de gestion est un problème. Il faudrait qu'on rentre dans ces fondamentaux de la gouvernance financière de cette entité qui aujourd'hui donne lieu à querelles, à insultes, à injures, à toutes sortes de choses, parce que je suis d'un principe. Nous ne pouvons pas faire confiance pour le Cameroun de demain à un individu. Nous devons faire confiance à des institutions. Ah ouais. Et moi, je plaide pour l'état de droit et la souveraineté du peuple. Alors, nul n'est un messie. C'est ce que je dirais. Alors, on va sortir avec chacun de vous 2 minutes, s'il vous plaît, sur cette question de survie Cameroun, Survival Initiative. À quoi devons-nous attendre aujourd'hui avec cette querelle qui n'en finit plus et qui a consacré le divorce entre ces deux formations politiques, ces deux alliés d'hier? Je suis un peu très embarrassé. On sait que vous êtes avec, d'une façon ou d'une autre, allié avec le professeur Maurice Kamto dans la plateforme de la modification du code électoral, mais on n'en est pas encore là. Non, c'est pas par rapport à ça. Je suis un peu embarrassé parce que tout à l'heure, je vous disais que monsieur Ekoka a fait tout un plateau, il a invité des journalistes, mais il a passé tout le temps à empêcher aux journalistes de lui poser la question qu'il a mené à parler véritablement de leur divorce, si c'est le divorce qu'il s'agit. Vous voyez? Et le journaliste, très subtil, plusieurs fois a formulé la question qu'il a mené à parler. Il ne voulait pas répondre. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment eu des révélations de cette affaire. Il y a un collaborateur de M. Ekoka, Christian Ekoka Penda, qui d'ailleurs est désormais sur de toutes les plateformes numériques. Il évoque autour de cette question la mauvaise foi de son mentor d'hier, notamment M. Ekoka Penda, qui voudrait à la fois salir l'image de Maurice Kamto, mais aussi du combat pour la tenance au sommet de l'État. C'est le point de vue d'un fidèle. Ça reste le point de vue d'un individu qui, ça peut être dans un point de vue subjectif, mais il faut déjà dire qu'il y a de bons tons comme M. Penda Koka, qui, et d'ailleurs le grand frère l'a très bien dit, qui aujourd'hui se retrouve sali. Comment il a quitté le RDPC? Comment il a quitté la présidence? C'était tambour battant. Comment il a rallié le MSC? C'était tambour battant. Tu vois? Donc, maintenant, il se retrouve dans un piège, parce qu'il s'agit d'un piège. On l'a piégé. Vous ne pouvez pas, un homme de son rang, un homme de son acabit, un gestionnaire de sa trempe, vous vous retrouvez à donner caution à un projet où vous n'avez pas vous-même les manettes. Hein? Parce que, tel qu'il l'a expliqué, on se rend compte qu'il a été floué depuis la conception de ce projet. En fait, il était un gestionnaire de façade, il était juste une vitrine pour ce projet, il était juste une caution, mais au fond, il n'était rien. D'accord. Et aujourd'hui, il se rend compte que, comme ça ne fait que pourrir là, son image aussi va terminer. Donc, il essaye de vouloir se sauver, mais je trouve qu'il s'est fait tard. Et c'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent que mon voisin de l'EPC disait, les gens doivent savoir faire la différence entre être un intellectuel accompli et être un bon politicien. Parce que, je sais que je vais... C'était très peu de temps. C'était très peu de temps. Ces deux-là doivent encore faire les classes en politique.
là c'est un autre débat. On ne va pas faire le procès de qui doit encore faire ses classes en politique ou pas, mais ces deux acteurs ne seront plus des amis demain. Le divorce est consommé. Au stade actuel, moi je pense que le divorce est consommé et c'est le MSC qui paiera les frais. C'est de toute façon. Agir n'était pas véritablement un acteur de poids sur le terrain? Bon, c'était Agir venait plutôt colorer l'identité du MRC. Mais aujourd'hui, le gars Ekoka se sent trahi, abusé. Je pense qu'il n'est pas prêt à recommencer ou alors accorder une autre chance au MRC, d'autant plus que sur le plan politique, il n'a rien tiré de bon, au contraire, il parle de là entre les gens. Ça fait plusieurs années qu'il s'en vont. On se souvient que PEC avait claqué la porte. À la suite de PEC, il y a eu d'autres années qui étaient venus, notamment Djamène, qui a créé sa formation politique. Aujourd'hui, si Christian Pendekoka s'en va, qu'est-ce qu'il reste sur la MRC? Il restera au MRC sa base. C'est-à-dire, il ne restera que Kamto avec ses affidés, et puis le MRC se retrouvera en train d'imploser avec des querelles intestines. Il n'y aura pas d'avis qui vont se manger entre eux, et puis en faveur des autres formations politiques. Alors, est-ce qu'on a dû arriver dans cette situation-là où tous les alliés s'en vont? Mais c'est ce que nous sommes en train de voir. En fait, le message que le MRC envoie aux autres opposants, c'est qu'il n'est pas un parti susceptible de faire des alliances. Mais pourtant, il y a une alliance avec le PCRN. Non. Cette alliance avec le PCRN, vous avez vu comment elle a volé en éclats quelques jours, je pense, après. C'est-à-dire que je ne peux pas permettre à quelqu'un d'insulter vulgairement mon allié sur la place publique. Et vous voyez comment mes partisans viennent participer à ce jeu-là. Non. Ça, ce sont des alliances de façade. En réalité, il y a une certaine façon de faire la politique qu'on a inaugurée en 2018 avec cette formation politique. C'est la politique de l'insulte et de la sauvagerie. Regardez, depuis que Pendekoka a osé ne pas être d'accord avec l'homicide de la Renaissance, allez voir comment il se fait insulter. Et il ne se fait pas insulter par des nommés, mais c'est des hauts cadres du MRC. Allez voir les posts de Lobon Dachouan, qu'on voit comme quelqu'un d'assez modéré. Allez voir la réaction même de Sa Majesté Bilo F1. C'est-à-dire que les gars ont sorti la Thierry Lourde, ils disent ok, ou tu es avec nous, on t'insulte. Et vous allez voir beaucoup de personnes au MSC sont en otage comme ça. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas parler. Ils se disent, voilà un parti où c'est ce que le chef a dit qui tient. Là-bas, Célestin Djamène a ironisé quelque part en disant que, bon, chez nous, les talibans, le cerveau n'est pas un organe utile. Apparemment. Vous voyez que dès qu'on a dit, on a pensé devant là-bas, vous n'avez pas le droit de penser derrière, alliez-vous, sinon ce sont les insultes. Beaucoup sont pris en otage dans cette affaire comme ça. Vous voyez, il faut qu'on arrive à pacifier. Je prends encore notre exemple chez nos amis. Je prends un exemple. Bon, en fait. Et il y a le jeune maire de Douala 5e qui a démissionné. Et oui, vous avez vu la réaction de Cabral Libi? La classe. D'accord. On qualifie cela d'hypocrisie. Non, même si c'est de l'hypocrisie, c'est de la. On sauvegarde la bienséance, on sauvegarde. On montre aux gens qui suivent qu'il y a quelque chose d'élégant dans la politique qu'on ne doit pas perdre. La sauvagerie, l'invective et autres. D'accord. Vraiment, ça ne peut pas construire. Alors, on se souvient également, dans la suite de cette querelle qui est née, un nombre de poids au sein du MRC, notamment Maître Ndoki Michel, avait demandé au professeur Maurice Kamto de tourner la page de Suivi Cameroun, de se consacrer au vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tourné ou on peut tourner la page finalement Suivi Cameroun, puisqu'il a dit dans sa conférence de presse à Yaoundé, avec quelques journalistes triés à son choix, que finalement, il a clos tout ce qui est autour de Suivi Cameroun. Je l'espère également, mais ce que je voudrais dire pour revenir à ça, c'est qu'il y a 4 choses qui divisent dans la vie, 4 choses. Le pouvoir, l'argent, la terre et la femme. Et en ce qui concerne le clash au sein de toute cette plateforme-là, je pense en matière de pouvoir, ils ont concédé, ils ont fait allégeance à Maurice Kamto, donc ce n'est pas un problème de pouvoir, ce n'est pas un problème de femme, à ma connaissance, ce n'est pas un problème de terrain, le dernier problème c'est un problème d'argent. Donc, on peut dire qu'ici, le clash vient autour de l'argent, et si c'est un problème d'argent, il faut qu'il fasse une sorte de mea culpa et qu'il mette des bases de la gestion de l'argent public. Vous attendez que Maurice Kamto et Christian Pendekoka viennent sur la place publique dire pardon au peuple camerounais pour cette
situation sur le Cameroun? Je n'irai pas jusqu'à prescrire cela, mais c'est à eux de nous dire ce qui s'est passé et de voir pourquoi ils ne sont plus d'accord sur certaines choses. Parce que les comptes publics ne mentent pas. Les comptes publics ne mentent pas. Et je dis, pour faire simple dans cette affaire, il faut nous donner la date d'ouverture du compte dédié aux contributions de SCSI et tirer l'historique des comptes de contribution dédiés, pas des sous-comptes. Parce qu'à partir du moment où vous parlez de sous-comptes, il y a un gap. C'est-à-dire que si c'est le compte de M. Njoko qui a encaissé tout l'argent, les revirements après sont délicats. Il est libre de vous donner son historique de compte ou de vous le refuser. Et sa banque n'a pas le droit de vous donner l'historique de son compte bancaire. Et c'est là où je dis, si on veut être transparent, soyons-le intégralement. Ne cherchons pas des boucs émissaires parce que je crois que ce soit Christian Penda Ekoka, que ce soit Maurice Kamto, c'est de grandes figures politiques de notre pays. Et alors on ne peut pas rentrer dans la gadoue comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à nous présenter les documents de gestion de cette plateforme SCSI que nous avons soutenue au départ. D'accord. Alors, on va prendre quelques SMS pour sortir parce qu'il nous reste très peu de temps et on va essayer de courir pour rattraper la dernière thématique. Tous les grands dirigeants du monde n'ont jamais été des grands intellectuels. Churchill, Mao Tse-tung, Lincoln, Castro. C'est un téléspectateur qui nous a écrit, qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous. Nous avons bien reçu les gels et les masques ici à Mbanga de SCSI. Pourquoi parler de cette action-là, du SA, le MRC ou Agir? Cette malhonnête, non, c'est pas malhonnête du tout, c'est un sujet d'actualité, messieurs, on évoque tous les sujets, qu'on soit là ou pas. Nous attendons toujours l'audit des fonds Covid du RDPC, l'audit commandé par le président du MRC, justifiant le rapport de Christian Penda Ekoka, qui présentait un gap de plus de 300 000 € des contributions, et malheureusement, les bugs informatiques sont toujours d'actualité. Nous le constatons souvent dans nos propres opérations bancaires. Christian doit présenter le compte d'emploi des fonds qu'il a à gérer au président Maurice Kamto et au peuple camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Penda Ekoka est un infiltré du RDPC dans le MRC. Le président Maurice Kamto doit le chasser de son parti pour indiscipline et insubordination. Le bug est réel et n'en déplaise aux militants du RDPC ou encore du PCRN. Bonsoir à vous sur le plateau avec... Non, je ne dis pas ce genre de message, il est insultant, s'il vous plaît, je ne dis pas le message insultant. Bonsoir à vous sur le plateau, bon après-midi à vous. La querelle entre M. Maurice Kamto et Penda Ekoka, c'est honteux qu'ils s'entendent. S'ils veulent, ils continuent à se déchirer à condition qu'ils laissent notre Cameroun en paix. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission. Alors, en très peu de temps, le dernier sujet sur l'alternance au sommet de l'État, une succession qui aujourd'hui, depuis quelques semaines déjà, met en orbite un homme, le fils du président actuel du Cameroun, Franck-Emmanuel Biya. Est-ce que ça change les affaires du RDPC qu'on parle aujourd'hui de succession au Cameroun et qu'on évoque très rapidement le nom du chef de l'État, qui semble-t-il également militant du RDPC? Bon, ça me fait sourire. Depuis que j'entends ce débat, je souris et je me dis, bon, les Camerounais sont inspirés, ils ont l'imagination fertile. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous savez que dans le cadre de la succession, parce que la succession du président Biya n'est pas un tabou, s'il fallait en parler, je vous dirais ici qu'au niveau de l'État, les mécanismes sont connus. Tout le monde sait ce qui va se passer, d'après nos institutions. Ce qui va se passer d'après nos institutions. Sentez-vous libre d'utiliser le temps que vous voulez, mais laissez-moi utiliser le mien. Donc ce qui va se passer est prévu par les institutions. À ce niveau-là, pas de panique. Maintenant, dans le parti, vraiment, excusez-nous de ne pas venir exposer nos petites ententes internes sur la place publique. Ce qui est sûr, c'est que, non, attendez, ce qui est sûr,
le RDPC aura une position interne. Peut-être que les plus hautes instances du parti en savent déjà quelque chose, mais il y aura une solution RDPC qui ne viendra pas du débat sur la place publique. Bon, maintenant, par rapport à M. Emmanuel Biya, je voudrais vous faire remarquer que tout Camerounais jouissant de ses droits, tous ses droits, est libre de candidater à toute fonction élective dans notre pays, selon que la loi le lui permet. D'accord? À partir de ce moment-là, on évacue ce débat. Ce n'est pas parce qu'il s'appellerait Franck Emmanuel Biya qui serait éliminé pour telle ou pour telle chose. Vous voyez? Donc je vous dis, premièrement, au niveau de l'État du Cameroun, la question ne se pose pas. Le RDPC a ses mécanismes de dévolution du pouvoir de désignation du candidat. Nous, ce débat-là n'est pas le vôtre. N'est pas le vôtre. D'accord. C'est pas vous qui êtes au de ce biscuit qui est mis sur la place publique. Non, non, attendez. Il n'est pas interdit qu'un homme politique ait des partisans. Hein. Vous voyez, M. Franck Biya peut avoir ses partisans, et ses partisans lancent cette bulle sur la place publique. Et je vais vous dire, depuis qu'on entend cette affaire, nous sommes silencieux, on observe, on se rend compte que c'est même ce sont les prétendus adversaires du régime, tandis que du système RDPC que nous représentons, ce sont ces prétendus adversaires qui contribuent même à vulgariser cette opinion auprès de la population, si bien qu'au moment où on parlait là, il y a quelqu'un qui a dit avant cette candidature était inimaginable, maintenant elle est discutable, peut-être dans quelques jours elle sera acceptable. Ça c'est dans l'opinion, mais je vous redis encore, le parti n'a pas ne parle pas de ces choses-là. L'État a des mécanismes de dévolution de pouvoir, mais chaque Camerounais, au-delà de son nom, a le droit d'aspirer à quelques postes. Alors, on le sait, hein, vous avez titré sur votre dernière parution, vous avez rencontré le patron, le coordinateur national du mouvement des franquistes. C'est un mouvement qui porte sur la place publique la candidature du fils du chef de l'État, Paul Biya, le fils aîné, Franck Emmanuel Biya. Qui est derrière cette action et pourquoi aujourd'hui, 2 ans après ou 3 ans après l'élection présidentielle, pratiquement 4 ans à l'orée de l'élection présidentielle 2025? Posons la question de savoir qui est derrière cette action. Je pense que nous-mêmes, on n'a pas eu cette réponse, une réponse précise, parce que c'est depuis 3 semaines, 1 mois, que nous courons derrière le coordinateur national en charge justement de ce mouvement, monsieur Alain Fidèle Olona, qui à la fin, au politique, nous avons finalement arraché cette interview qui bat... Est-ce que M. Fidèle Olona est militant du RDPC? Nous n'avons pas abordé le sujet avec lui sous cet angle. Nous avons abordé le sujet avec lui pour apporter des réponses que nous nous posons. Et pourquoi il porte aujourd'hui devant la scène le mouvement franquiste, donc la candidature de Franck Emmanuel Biya? Voilà, selon ses explications, il s'agit d'un mouvement qui regroupe des jeunes Camerounais qui estiment que Franck Emmanuel Biya, quoique étant le fils du chef de l'État, s'il joue de toutes les... si la loi lui permet, a le droit de prétendre jouer ce rôle, mais eux, ils ne veulent pas que la décision de Franck Biya soit motivée par l'influence de son papa ou du parti au pouvoir, mais ils veulent le porter au pouvoir en construisant une base politique en faveur de son éventuelle candidature, un peu comme on a vu avec le mouvement 11 millions qui avait porté la candidature à un moment donné de chez Cameroun. C'est une démarche à peu près similaire. Donc je vais vous remettre le journal tout à l'heure, parce que les deux téléspectateurs qui sont intéressés pourront le retrouver dans les kiosques de sa presse sans publicité, d'accord. Mais sinon, le mouvement en lui-même est un rêve que ces jeunes-là entretiennent, parce que tous sont jeunes, hein, c'est des jeunes, ils entretiennent. Mais j'ai remarqué que les gars, ils croient à leur initiative et ils sont prêts à se battre pour arriver... De votre point de vue, vous qui avez discuté avec M. Wouna, est-ce qu'il est fondé sur un argumentaire ou sur une idée, une idéologie, même sur un courant de pensée, ou alors c'est simplement préserver les acquis, puisque M. Franck Emmanuel Biya est très proche du régime en place, donc du pouvoir, préserver ces acquis-là pour également se faire une place au soleil? Non, il faudrait avoir la définition du nom. C'est le mouvement de citoyens des franquistes pour la paix et l'unité. Mais il s'agit d'abord de préserver les acquis du chef de l'État, du régime actuel, et de faire une projection pour conduire le Cameroun, selon lui, pour conduire le Cameroun vers la prospérité et
la consolidation de la démocratie. Bon, quand c'est un homme politique qui vous tient ce langage-là, vous n'allez pas chercher à lire entre les lignes, mais vous vous dites, bon, ok, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, et c'est ce qu'il déclare, on s'en tient à ça. Mais sinon, c'est un mouvement qui est en train de se déployer, et nous avons même publié l'extrait de la biographie de Franck Biya, pour ceux qui ne le connaissent pas assez, et ceux qui, parce qu'on lui a posé la question de savoir, mais écoutez, il n'a jamais fait, poser un acte politique majeur, comment est-ce que du jour au lendemain, vous voulez le mettre en avant sur quand même un projet de cette envergure? Nous avons dit non. S'il n'a jamais fait de mener une action politique de terrain, ça ne signifie pas qu'il est insensible à la politique, et tous les Camerounais ont le droit de faire de la politique, pourquoi pas lui? Donc la liste, vous aurez ça. Merci pour cette précision. Marcel, que cache véritablement cette idée de Franck Biya candidat, alors porté par un mouvement qui s'appelle le mouvement des franquistes? La lecture, c'est que c'est une panique au sein de ceux qui détiennent le pouvoir et qui ne savent pas à quelle scène se vouer. Il faut noter que quand on nous dit que, quand j'entends sur beaucoup de plateaux, et puis de plateaux, les gens disent, les Camerounais aident de l'RDPC, dit, militants de l'RDPC, non, nous on n'est pas au courant de ça, ça ne vient pas de nous. Je dis, mais faisons attention. C'est mes parents d'évangile. Faisons attention parce que on a vu comment quand il fallait modifier la Constitution, ça a commencé par des petites groupuscules externes au RDPC qui appelaient des petites motions, on appelait le président à modifier la Constitution, on appelait les gens disent que les militants reconnus du RDPC ne sont rentrés dans le jeu que quand ils ont vu que la mayonnaise avait suffisamment pris. Non, c'est une technique de communication, c'est une façon, c'est une approche quoi. C'est-à-dire que non seulement c'est de la diversion, c'est une façon de tâter le terrain, c'est une façon de commencer à imposer dans l'imaginaire populaire une certaine donnée. Maintenant, là je suis d'accord avec mon voisin de gauche, c'est que Franck Biya est un Camerounais. C'est un Camerounais et qui doit jouir de tous ses droits et qui doit s'aligner face à tous ses devoirs. S'il estime qu'il peut être candidat à une élection présidentielle et qu'il remplit les conditions, je ne vois pas pourquoi il ne le sera pas. Mais par contre, je dis arrêtons la diversion. Arrêtons la diversion. Franck Biya, en ce moment, comme vient de le dire l'aîné, il n'est pas connu comme un acteur politique. C'est pas un acteur politique. Ça n'appelle pas moins de lui un candidat potentiel. Tout le monde peut être candidat, mais je dis qu'il n'est pas un acteur politique. Bon, sur la scène politique, je ne vois pas pourquoi il doit être l'actualité majeure, au point où on va nous saturer, tous les plats, donc pas les Franck Biya. Sauf s'il y a un agenda caché, et je sais que c'est le RDPC qui est derrière tout ça. On va sortir avec vous, monsieur le maire, de cette question-là. Elle divise l'opinion. Les acteurs politiques semblent ne pas véritablement s'intéresser, mais en s'intéressant sur la question, chacun se pose la question de savoir ce Franck Biya-là peut-il être un véritable candidat pour les prochaines élections à venir? Doit-on pouvoir croire à une potentielle ou une probable candidature du fils aîné du chef d'État quand on connaît le contexte et les institutions qui ont été établies par la Constitution camerounaise? Est-ce qu'on doit pouvoir croire à une action comme celle-là, ou alors on doit se dire on est dans la diversion pure et simple? Pour répondre à une telle question, il faut comprendre qui est l'homme Paul Biya. Je me souviens, lors d'une interview, on lui a demandé est-ce qu'il n'a pas préparé un défunt. Il a dit cette question sonne mal quand on est en démocratie. Et quand vous regardez l'homme Biya, en termes d'exercice du pouvoir et conservation du pouvoir, il est ce que Beethoven est pour la musique. Il est ce que Michel-Ange est pour la peinture. Je vois très mal M. Paul Biya n'avoir pas préparé un dauphin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu, oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si vous voyez la fumée du franquisme, c'est quelqu'un qui allume le feu quelque part. Quelqu'un qui allume le feu quelque part. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes en République. Le premier principe de la République, c'est l'égalité de chance. C'est un citoyen camerounais. Et la règle de base pour être candidat à une élection présidentielle, c'est quoi? Être investi par un parti politique qui a la nationalité,
qui a au moins un élu. Est-ce que Franck Biya peut être investi par le parti de son père demain ou par tout autre parti politique? Oui, il peut être investi. Donc ce n'est pas une histoire qu'on devrait prendre comme une éventualité. C'est même presque une certitude qu'il pourrait être le candidat préparé pour la succession de son père. Mais ceci dit, d'après les règles démocratiques, c'est les urnes qui vont parler. Je ne vois pas pourquoi moi ça devrait m'émouvoir. Moi ça ne m'émeut pas. Et je ne pense pas que le patronyme de quelqu'un le disqualifie pour une élection. Donc, vous savez déjà qu'il y aura un fils, mettez ça comme une probabilité. Préparez aussi vos fils à être candidat face au fils de l'autre. Et c'est là où on va voir la compétition. On saura qui est qui. Je crois qu'il y a un fils à Idio qui se prépare pour être candidat. Peut-être il y aura demain un fils de Oumyobé. Peut-être un fils d'Ernest Wanji. Ou un fils de John Fronti. Pourquoi pas un fils de Maboula aussi? Voilà. Donc, c'est vous dire que c'est des éventualités. Alors, quand vous partez un examen, vous ne partez pas connaissant l'épreuve. Vous vous dites, quelle que soit l'épreuve que j'aurai lors de l'examen, je prépare mon examen. Et je crois que c'est à ce niveau-là que pour moi, il y a débat. C'est-à-dire que est-ce que nous irons à une compétition régulière? C'est là où il y a débat. Mais ce qui est sûr, quelle que soit l'épreuve qu'on aura en face, on va partir comme des garçons. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. Le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Merci à Marcel du PCRN, Yves Abama du RDPC, Pierre Claver, Kodo, directeur de publication du magazine Horizon Nouveau, et bien évidemment à monsieur le maire Maboula, qui nous revient de Bertois, dans l'est du Cameroun. Merci à vous tous, messieurs. Merci à tous ceux qui continuent à nous envoyer des SMS sur notre plateforme, bien évidemment. Merci à l'équipe technique mobilisée ce samedi encore dans le cadre de ce programme Tous Azimuts. S'il plaît à Dieu, nous vous reviendrons samedi prochain, de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. D'ici à là, portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes d'Appel du Monde. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.